Vous écoutez Voix de médecin avec le département des Côtes-d'Armor. Qualité de vie, pratiques coordonnées, pôle pluridisciplinaire, venez vivre, partager et exercer dans les Côtes-d'Armor. C'est pas un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de WhatsApp Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. La dermatologie que l'on apprend à l'hôpital, c'est la dermatologie des peaux blanches. Et s'il n'y a pas un peu de volonté du dermatologue de se former aux problèmes capillaires ou cutanés d'une personne racisée, ils ne vont pas avoir les réponses adaptées. Il y a aussi un manque de représentation criant des peaux non blanches qui fait qu'on a une distorsion complète de la perception de l'image d'une peau normale, même d'une peau noire normale. Réan Amod est médecin dermatologue depuis 2016, installé en libéral à Paris depuis 2022. Bonjour. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Avec lui, nous avons parlé de la dimension sociale de la peau, de l'intimité des patients et de botanique. Je ne sais pas réellement quand j'ai voulu être médecin. Je me souviens regarder avec beaucoup d'assiduité le magazine de la santé quand j'étais au collège et au lycée, regarder les maternelles, regarder des émissions scientifiques. Donc je pense qu'il y avait une curiosité pour le corps et la biologie depuis toujours. L'année du baccalauréat, j'ai été admis en prépa BCPST Veto, j'y ai renoncé parce que je me suis dit qu'en fait ce que je voulais faire c'était médecin, mais j'arrive plus à me souvenir de l'élément qui m'avait fait dire que ça ne serait pas Veto mais médecin. Bonjour, je laisse vous installer. Alors, racontez-moi, qu'est-ce qui vous a Alors en fait, je suis quand même une personne qui a pas mal de grains de beauté. Et là, dernièrement, j'ai remarqué qu'il y en a un ici qui, je sais pas, qui s'est un peu dédoublé. D'accord. Et comme j'habite Bergerac et que c'est un désert médical, je suis obligée de venir à Paris. Est-ce que vous avez eu des coups de soleil pendant votre enfance? Enfin, je dirais peut-être, je sais pas. Est-ce que votre peau bronze ou est-ce qu'elle rougit plutôt? Elle bronze. Elle bronze. Donc, on a tout. Alors, si vous êtes d'accord, vous allez pouvoir vous mettre en sous-vêtements et on va passer à l'examen des grains de beauté. J'ai su que je voulais être dermatologue le premier jour de mon stage en dermatologie, donc en 4e année. On s'est installé dans une salle de staff, c'était à l'hôpital d'Angers, et là c'était le brainstorming, tout le monde y allait de son hypothèse, de ses noms propres, de ses noms en latin, et du coup ça m'a paru être une spécialité hyper savante. On avait des photos de personnes âgées, des photos de bébés, c'était extrêmement varié, et j'ai surtout vu que c'était une spécialité anatomo-clinique, c'était l'expérience, la reconnaissance du clinicien et la confrontation avec la pathologie et pas beaucoup plus de choses que ça. Et le fait de pas dépendre d'un outil d'imagerie pour faire un diagnostic, ça m'a paru extrêmement séduisant. Vous allez pouvoir, si vous êtes d'accord, vous mettre sur le ventre. Ceux qui m'ont empêché de dormir. Il est bénin, il n'y a pas de problème. Il vous a empêché de dormir à cause du stress? Parce que je sais pas, d'un seul coup... Vous étiez convaincu que... J'ai eu une amie, elle me dit mais en fait il est régulier. Une amie toxique. Ça s'appelle une collision pathologique. Vous voyez, il y a un grain de beauté plat qui s'est niché à côté d'un grain de beauté en relief. Donc ils sont arrivés côte à côte, mais ce n'est pas l'évolution de celui-ci. Et sur l'arrière des jambes, tout va bien. Bon, RAS, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. On se revoit dans 6 mois pour contrôler cette lésion-là. Et c'est tout. Moi, j'ai toujours été passionné de botanique. Et quand on s'est mis à parler en staff de lésions en feuilles de sorbier, en dermoscopie de lésions en feuilles d'érable, on va avoir des taches pigmentées dont les bords suivent les côtes du Maine ou de la Californie. On va avoir aussi des couleurs qu'on va aimer décrire, du chamois ou du brun moyen, foncé. Dans le langage dermatologique, c'est très imagé et poétique. Le côté descriptif et visuel m'a tout de suite séduit et on passe notre journée avec un dermatoscope comme des petits curieux avec une loupe à regarder toutes les lésions du patient. Cet aspect-là, oui, a été décisif dans le choix de cette spécialité. Enfin, merci en tout cas, vous êtes rassurant. Puisqu'il n'y avait pas de synthété. Je vais vous montrer donc des images qu'on trouve facilement sur Google Images. C'est ça que j'ai regardé hier. Voilà, donc ça c'est des grains de beauté bénins. Donc ce sont des lésions en relief ou planes, homogènes, symétriques, nettement distingables d'un mélanome qui lui c'est un vilain petit canard, il est différent de vos autres grains de beauté. C'est ça le critère. Oui, mais je vous avoue. Mais en effet, devant un névus bichrome comme celui que vous avez, de 2 couleurs, vous avez eu raison de consulter.
Ça m'a Il fait s'avère bizarre. que c'est bénin, mais vous avez eu raison de consulter. Et comment se fait-il qu'on a l'impression, alors je sais pas, c'est peut-être faux, mais on a l'impression qu'il est sorti comme ça, comme un champignon. Bah, je pense que c'est un biais cognitif, vous en êtes aperçu. Parce qu'il Et était pour plus vous, foncé, c'était peut-être. d'un instant, Mais ça à va un instant doucement. T. Probablement, oui. Ça sort pas, Oui, vous en êtes juste pas aperçu. Donc je passe à l'accueil pour réguler. Bah non, c'est votre C2S du coup qui règle. Ah bon, bah, je sais pas. C'est Bergerac qui paye. C'est une spécialité hyper épanouissante par sa variété. On est confronté à tous les types de publics, de la naissance au grand âge. On est confronté à des problèmes extrêmement variés, infectieux, cancéreux, de la pathologie inflammatoire, de la pathologie cutanée, mais aussi des symptômes qui sont révélateurs de pathologies internes. Donc on fait aussi de la médecine interne. On fait de la chirurgie dermatologique pour enlever des cancers, des choses bénignes comme des kystes. Je fais du laser à visée esthétique, mais aussi à visée de réparation. On a aussi des discussions de cosmétologie, on a des discussions préventives, on fait de la santé sexuelle. On fait aussi de la pathologie fanérienne, c'est-à-dire que la peau, ce n'est pas que la peau, c'est les muqueuses externes, c'est les ongles, c'est les cheveux. C'est un épanouissement quotidien, c'est des surprises à chaque consultation. Ça reste un métier, bien sûr, mais c'est aussi une passion. Okay. Alors, vous allez sentir, je pince fort pour éviter que vous le sentiez. En fait, il y a toujours ce conflit avec l'ongle. Et là, c'est le passage du produit qui est un peu désagréable pendant quelques secondes. Ah, vous m'en dépétez pas, hein, votre dépistage il est utile. C'est un strap qui permet d'écarter le bourgeon charnu. Tout mon corps est charnu, même le pied quoi. Ça va? Vous sentez bien? Merveilleux, c'est la première fois, ouais, ça c'est... Pour le confort, vous pouvez tout être... Donc tous les fils sont sous la peau, vous n'avez pas de fil superficiel. En revanche, on mettra des stéristrips que vous essayerez de garder 10 jours. Ce qui est aussi intéressant en dermatologie, c'est qu'on est confronté aux évolutions sociétales, parce qu'on est dans une société d'image, et beaucoup de gens sont préoccupés par l'état de leur peau et vont consulter soit pour des troubles pigmentaires, des signes de vieillissement qui vont les invalider, et là, il va falloir déconstruire ce qui est du vieillissement normal versus la distorsion de l'image normale de la peau qui est véhiculée par les médias, la publicité, les réseaux sociaux. Et donc c'est l'occasion de dire aux gens qu'ils sont beaux et qu'ils vieillissent normalement. Parfois c'est de dire à des personnes racisées que le fait d'avoir les cernes foncées, ce n'est pas une maladie. La dermatologie que l'on apprend à l'hôpital, c'est la dermatologie des peaux blanches. Et s'il n'y a pas un peu de volonté du dermatologue de se former aux problèmes capillaires ou cutanés d'une personne racisée, ils vont pas avoir les réponses adaptées. Il y a aussi un manque de représentation criant des peau non blanche, qui fait qu'on a une distorsion complète de la perception de l'image d'une peau normale, même d'une peau noire normale. Je dois déconstruire à de nombreuses reprises le normal du pathologique. Je refuse régulièrement des gestes à visée esthétique ou des demandes de prescription à visée esthétique chez des patients qui ont une dysmorphophobie, c'est-à-dire qui ont une perception disproportionnée du problème qu'ils me soumettent. J'ai un exemple récent d'un patient qui vit dans un repli social du fait d'une cicatrice de varicelle qui est extrêmement peu visible. On doit se rapprocher de son visage pour se rendre compte qu'il y a un petit creux. Et cette cicatrice l'obsède et le limite dans ses interactions sociales, il s'isole. Et donc j'ai fini par refuser le geste qui m'était demandé, qui était un traitement laser ou par injectable. Et on s'est orienté vers une prise en charge psychologique et psychiatrique pour l'aider à faire face à ce mal-être. C'était révélateur d'un mal-être probablement plus profond. Donc après là j'ai passé le relais. Mais voilà, ça peut être le type de situation qu'on rencontre. On se représente souvent la dermatologie comme une spécialité où les problématiques sont futiles. Mais moi, quand j'ai commencé mes études, dans le service de dermato, quand j'étais externe, c'était des chimiothérapies pour le mélanome et c'était 10% de survie. Dans ce même service, je me souviens qu'il y avait un patient de 18 ans qui mourait d'un mélanome métastatique. Un autre, quand j'étais à l'hôpital Saint-Louis, interne, pareil. Une jeune fille de 19 ans qui était en fin de vie sur un mélanome métastatique. Et puis un peu plus tard, quand j'étais chef de clinique, j'avais accompagné un patient avec lequel on avait une relation prolongée, puisqu'en fait je le suivais en consultation, en hospitalisation pour les complications de son lymphome cutané. Et sa fin de vie a eu lieu dans le service. C'est vrai que c'était difficile, puisqu'en fait on était devenus copains, en plus d'être soignants.
Ça fait partie de notre spécialité que de les accompagner jusqu'au bout. C'est vrai que le mélanome, c'est un des rares cancers qui est pris en charge uniquement par les spécialistes d'organes. Les oncologues ne s'occupent pas des mélanomes métastatiques, ce sont les dermatologues. Et donc, oui, en particulier en dermatologie, on accompagne nos patients jusqu'au bout. Et je pense que c'est important, même si maintenant je suis moins en ligne directe avec ces problématiques. Prenez large pour qu'il n'en reste pas. Exactement. Donc les recos, c'est 5-6 mm de marge. Là, on va enlever un carcinome épidermoïde cutané, c'est-à-dire un cancer de la peau. Je vais vous faire le dessin, et pour que vous puissiez anticiper la séquelle esthétique. On tentera de minimiser. On sauve des vies, mais c'est assez banal puisque c'est au quotidien. On diagnostique des mélanomes à un stade où c'est débutant et en fait, ni le médecin ni le malade ne prend pleine conscience du fait qu'on a fait quelque chose d'important. Régulièrement, on enlève des cancers mortels à un stade débutant et on sauve un peu des vies, comme ça. Tous les jours. Là, je suis les lignes de moindre tension cutanée. Donc là, vous vous inquiétez parce que vous dites, mais jusqu'où il va comme ça ? Je vais vous montrer. J'ai hâte de voir. Vous allez avoir une ligne cicatricielle comme ça. Alors, on aurait pu le faire dans l'autre sens aussi, mais ça serait disgracieux. Non, c'est mieux comme ça, c'est mieux, ça vous lifte le sein en même temps. Ah, parfait, merci. En dermatologie, on a vraiment un rapport particulier au corps et à l'intimité, puisque le patient généralement se déshabille. Et il faut l'inviter à le faire en respectant son rapport à son propre corps qui n'est pas forcément évident. Donc, c'est avec tact et bienveillance et toujours avec son consentement. Et le récit du patient est aussi souvent intime, puisqu'on peut parler de pathologie génitale, on peut parler de santé sexuelle. Et donc, il s'agit d'accueillir le patient avec beaucoup d'intelligence émotionnelle et d'essayer de percevoir les fragilités et les blessures. Et donc, ça, c'est un travail de chaque instant. C'est tout bon ? On va commencer ? Qu'est-ce que vous avez comme exploitation ? On en avait parlé la dernière fois. Oui, grande culture et des moutons. Mais bon, les moutons, ça se termine là. Il y a moins de foin à trimballer, il y a moins de coups de fourche. Si vous êtes d'accord, je vais le rapporter dans l'Observatoire des cancers professionnels. D'accord. Parce que c'est vraisemblablement lié à votre mode de vie et à votre exercice. C'est le soleil, de toute façon ? Oui, ce cancer est provoqué par les UV. Donc je ne sais pas, quand vous travaillez, vous avez une veste ou un... Le décolleté, rarement, voilà. Donc vous devez travailler avec un col rond. J'y vais sur l'anesthésie. On peut faire une pause, je vais vous grimacer, ça va ? Tu dis ça là-dedans. La communication en consultation, ça prend de manière empirique, j'ai l'impression. Enfin, moi, on a eu des cours de psychologie médicale à la fac, mais ça n'a pas du tout été axé sur la manière de se comporter ou de s'exprimer en consultation. Et du coup, je pense qu'on s'améliore à chaque consultation. Si on est critique sur sa pratique, il y a plusieurs critères qui vont rentrer en compte. On est aussi, nous, fragiles, on est parfois fatigué. On ne se rend pas forcément compte que de voir un patient toutes les 20 minutes, c'est extrêmement exigeant si on est impliqué auprès de chaque patient et qu'on répond à toutes les questions, ce qui est mon objectif à chaque fois. Parfois, on a besoin de se poser et à chaque fois, on a besoin de se questionner sur si on a été bon ou pas. À mon avis, c'est important et je pense que j'ai encore des progrès à faire et j'ai des situations où parfois j'ai pu ne pas savoir comment discuter avec un patient. Ça peut arriver régulièrement. Je me souviens précisément d'un truc. C'était quand j'étais à l'hôpital et que j'étais épuisé par le manque de moyens, l'absence de considération de l'administration. Et il était 20h et je vais faire une annonce de fin de vie et de limitation des thérapeutiques pour un malade qui était atteint d'un mélanome métastatique. Et je me souviens avoir été complètement à côté de mes pompes pour l'annoncer à la famille. Je pense que j'aurais dû prendre plus de temps, que j'aurais dû être dans un lieu aussi un peu plus confidentiel. On était dans le poste de soins, sur un coin de table, avec de l'agitation autour, parce qu'on n'avait pas de salle pour l'annonce. Du fait du temps qui était imparti, de mes ressources, de la fin de journée, j'ai pas été particulièrement bon dans cette annonce. La nouvelle était terrible, l'accueil était du même ordre, mais voilà, je pense que j'aurais pu mieux faire. J'ai quitté l'hôpital, non pas par dégoût de l'activité, qui était extrêmement différente. J'étais chef de clinique, je m'occupais de la salle, j'avais 20 lits sous ma responsabilité, avec des mélanomes métastatiques, des fins de vie, des dermohypodermites sévères, donc des infections sévères. C'était extrêmement stimulant, c'était plutôt lourd, c'était extrêmement riche. Mais ce qui m'a usé, c'est les liens avec l'administration, les règles du jeu qui sont pas claires sur comment on reste, en fait, comment on poursuit sa carrière hospitalière universitaire, c'est assez opaque. C'est des luttes d'influence, c'est du mandarinat. La concurrence, la compétition était un peu toxique. Et je m'oubliais un peu dans cette histoire. Et je suis très content d'avoir pris conscience de ça, puisque je suis épanoui
Grâce à ce métier en ville aussi, j'ai surtout plus de temps pour moi. Une reconnaissance qui est toujours intacte par les patients et par la société. C'est vrai qu'on a un métier à valoriser, on a de la chance. Alors j'ai moins de frustration financière aussi. C'est vrai que quand on est chef de clinique, on n'est pas payé des 1000 et des 100 pour vivre à Paris. Et quand on a 30 ans, on a d'autres projets que de vivoter pour sa médecine. Et donc ça a été salvateur que d'aller en ville. Sans que ce soit moins stimulant, puisque quand on est passionné, on se passionne quel que soit le niveau de lourdeur de la prise en charge du patient. Ça va toujours, madame ? Avec les Beatles, ça ne peut que bien se passer. La musique joue un rôle important dans mon endurance et ma concentration. Et donc je consulte et j'opère toujours en musique. Bien sûr avec un volume sonore différent, mais FIP est notre meilleur ami. Et c'est vrai que ça aide à la concentration et ça aide aussi à tolérer les silences. C'est vrai que quand on examine un patient et qu'on a besoin d'être concentré sur les grains de beauté pour diminuer la gêne du patient au silence de la salle et la gêne parfois du médecin face au silence, la musique est d'une grande aide. La consultation, c'est une situation qui est éprouvante puisqu'on mobilise son intelligence émotionnelle, ses connaissances, on va devoir gérer le timing. Et c'est vrai que le fait d'avoir dans notre spécialité des moments un peu plus contemplatifs comme la chirurgie, c'est hyper important. On se pose, on écoute de la musique, le patient a déjà eu son annonce, on lui fait le geste et on apprécie s'appliquer en faisant le geste, s'appliquer en dessinant la perte de substance et ce côté manuel fait partie intégrante du travail. On fait des gestes fins, on enlève des petits kystes sur les paupières, on va faire des chirurgies un peu plus... certains font des chirurgies très lourdes sous anesthésie générale. Ici, on est entre deux, on va jusqu'à faire des lambeaux sur le visage ou enlever des mélanomes. C'est des chirurgies qui prennent 45 minutes sous local, c'est assez stimulant et intéressant et ça c'est un moment que j'apprécie particulièrement dans la semaine, les 2 demi-journées de chirurgie que je fais ou les journées de laser. Et la chirurgie et le laser, vous avez des réponses qui sont immédiates, clairement palpables, et c'est très différent des réponses qu'on a à des traitements médicaux. La question de la qualité de vie, elle est hyper importante parce que ça conditionne la performance au travail et moi c'est un questionnement quotidien. Comment optimiser mon temps, comment me ressourcer mieux et en fait moi mon objectif c'est de ne pas souffrir de mon rythme de travail et de ne pas avoir besoin de vacances en fait. Ça serait ça le but ultime, c'est de me sentir bien toute l'année. Il y a pu y avoir des périodes où on a ouvert le cabinet, où on travaillait 2 mois et au bout de 2 mois on était en pré-burnout, il fallait qu'on se pose 1 semaine et puis on recommençait comme ça tous les 2 mois et ça c'était vraiment pas sain. Maintenant je crois que j'ai compris comment fonctionner et voilà, je fais des petites journées, je me préserve des moments pour des activités qui ont aucun lien avec la dermatologie. Je passe beaucoup de temps au badminton, ça c'est une petite addiction. Beaucoup de temps aussi sur ma terrasse à jardiner, la passion botanique ne s'est pas éteinte. Je fais du violoncelle et du violon et ça aussi ça fait partie des choses qui aident à déconnecter. Et j'ai une fille de 4 ans et je compte bien lui consacrer tout le temps qu'elle me demande. Je pense qu'être un bon médecin, c'est être un médecin reposé, épanoui. Et c'est pas un médecin qui abat les consultations pour voir le plus de monde et pour remplir sa mission de service public, puisque si elle est mal remplie, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ni pour le patient, ni pour la société. Et c'est important que les médecins s'écoutent, à mon avis. On gagnerait beaucoup en qualité de la prise en charge. Et moi, je le ressens depuis que je travaille moins, je travaille mieux. Ce que je retiens de mon exercice, c'est que chaque interaction est précieuse et qu'il faut soigner chaque consultation et chaque moment de la consultation, puisque ça peut avoir un retentissement important pour le patient, positif en l'aidant à se sentir mieux, ou négatif en l'offensant. Donc il faut faire preuve d'un tact particulier à tout moment, et c'est ce que je retiens du métier de médecin. C'est aussi un métier de savoir-être, de savoir communiquer. Je pense que j'exercerai ce métier toute ma vie, peut-être pas 3 jours et demi par semaine, mais tant que je peux l'exercer dans de bonnes conditions, je continuerai.
Voix de médecin est un podcast de What's Up Doc, disponible une fois par mois, partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le avec vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec. Le directeur de la publication, c'est Mathieu Durand et le rédacteur en chef, Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate réalisé par Thomas Lilti, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite!